poser une question. Yes, c'est bon. Petite invité surprise, un revenant encore. Un revenant. Encore un revenant. Monsieur Pierre Thomas, du nom de Pity, qui a téléphoné la maison. Pity téléphone maison. Qui est revenu pour nous parler de Shape Up chez Dougs et nous faire un petit retour d'expérience. Yes. Encouragez-le. Peut-être qu'il y aura des messages de timesheet dans ta presse, peut-être. Oh, tu viens de spoil direct. Ah merde, j'ai spoil la presse de Pity. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'embêtais un peu tout le monde sur les timesheets en fin de mois. Et ça tombe bien, on est le 31. Donc, s'il vous plaît, pensez à vos timesheets. C'est important, même vous sur Internet. Allez. Allez, à toi, Pity. Merci. Eh ben déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait très plaisir de revenir vous voir. L'idée aujourd'hui, c'était effectivement de vous faire un retour d'expérience sur Shape Up. Et pourquoi je viens aujourd'hui? Tout simplement parce que cette idée, elle est apparue au coin d'une table, à quelques bières, effectivement. Et je voudrais remercier Kenny, avec qui on a discuté récemment, et qui m'a dit « Ah, mais tiens, toi, Shape Up, t'en fais un petit peu et tout. Nous, on y pense. On voudrait savoir un peu comment ça pourrait se passer chez nous, etc. » Et pouf, me voilà avec vous aujourd'hui. Ça me fait encore une fois très plaisir. Et donc, l'idée, ça va être un peu de vous embarquer dans le voyage Shape Up sur lequel je suis avec les équipes et de voir un peu qu'est-ce qui est intéressant dans Shape Up, qu'est-ce qui est un peu plus difficile, parce que forcément, comme toute méthodologie agile ou comme tout framework, c'est pas toujours facile d'adapter la littérature. Et donc, à voir avec vous un peu tout ce qu'on a pu mettre en place et ce qui marche pas bien. Et moi, je suis un 82. J'ai grandi avec les livres dont vous êtes le héros. Et donc, je me suis dit, oh, c'est l'occasion de vous faire un LFT dont vous êtes le héros. Alors, on va voir si on arrive à accrocher l'aventure tous ensemble. Ça va être un truc un peu bizarre, je pense, mais on va essayer quand même. L'idée, c'est qu'on va tous vivre une petite aventure, une quête ensemble, justement autour de Shape Up et de voir un peu comment ça marche. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent le concept de livre dont vous êtes le héros ou pas? Ouais, j'en ai quelques-uns, quelques-unes. Cool. Comment on fait quand on ouvre un livre dont vous êtes le héros? C'est quoi la première chose qu'on fait? On prend un crayon, ouais. La fiche d'explorateur, c'est-à-dire on crée un personnage, carrément. Et bien, c'est parti. On va partir pour l'aventure en commençant par la création de notre personnage. Est-ce que Antoine, on voit bien l'écran là? Super. Alors, je vais cacher ça. La première case, c'est comment on va nommer notre héros. C'est un peu comme en informatique, nommer les choses. Hein. C'est le truc le plus dur, je crois. C'est pas très vendeur. Christophe. Allez, c'est pour toi. Notre héros va s'appeler Christophe. Est-ce qu'il a un signe particulier, Christophe? Il est beau. Et juste pour le fun, Christophe, est-ce que tu as un loisir? Est-ce que tu as une caractéristique qui est incroyable, qui va nous aider dans notre aventure? La salsa. Ouf, ça c'est bon ça. Je sens que ça va nous aider. Dans les livres dont vous êtes le héros, vous avez des différentes classes de personnages. En général, c'est des guerriers, des mages, etc. Bon, là, Shape Up, c'est pas évident. Donc, on va trouver un archétype plus en lien avec le travail, à savoir lead dev, product designer ou product manager. Alors ça, c'est les termes qu'on a chez nous. Je pense que vous êtes plus ou moins familier avec cela. Donc, designer sur la partie UX, UI, product manager, un peu comme un product owner. Lequel on choisit, Christophe? Vous pouvez aussi interagir dans le chat hein, si vous voulez là-dessus. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a... Ah, on va faire un vote, tiens. Qui voudrait que Christophe soit lead dev? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. OK. Qui souhaiterait qu'il soit product designer? 1, 2, 3, 7, 8, 9. OK. Dans le chat aussi, ça vote un petit peu. Et
Ça vote un petit peu. Pour l'instant, c'est le lead dev. Et qui souhaiterait qu'il soit product manager? 1, 2, 3, 4. Oh là là, les product managers 4, 5. Il y en a beaucoup sur le chat ou pas? Ok. Merci Antoine. Eh bien, j'ai l'impression que le lead dev l'emporte pour ce premier vote. On part donc sur notre héros, lead développeur, dont le prénom est Christophe. C'est un beau gosse, il danse la salsa. On va voir ce que ça va donner. Et donc, on va voir qu'on va essayer de créer un shape. Petite question avant de se lancer. Qui connaît un peu la méthodologie ShapeUp, les concepts? Si vous ne me dites pas du tout, c'est normal. Hein, ce n'est pas quelque chose de très connu. Ouais, un petit peu. OK. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à me poser des questions en live. Vous me coupez, hein, surtout. Si je peux éviter de faire un monologue, c'est trop bien. Parce que je vais utiliser peut-être des mots un peu propres à la méthode. Donc, un shape, déjà pour démarrer, c'est une sorte de fonctionnalité que l'on va vouloir développer. Et donc, on va voir comment on va réussir à préparer notre shape au cours de notre aventure. Vous êtes prêts? Je vais essayer de gagner du temps parce que j'ai perdu mon truc là. Hop, excusez-moi. Ça, c'est les jeux du direct. Où est ma petite flèche Miro? Ah ah! Ah ah! Est-ce qu'il y a un expert Miro dans la salle? Oui, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Super! J'y retourne. Alors, eh ben, je l'ai reperdu. Cette petite coquine m'embête. Hop, hop, hop. Allez, ah, je sais, elle est là. Je me suis fait avoir. C'est parti. On passe directement au début de notre aventure. Bienvenue dans notre histoire. Nous sommes à Lyon, ville lumière. Et oui, je fais la promotion aussi de Lyon pour tous ceux qui habitent en dehors de Lyon. Ville gastronomique, comme vous le savez, mais également lieu d'accueil de l'entreprise Dougs. Et ce matin-là, dans le stand-up, c'est un peu la grande messe qui a lieu toutes les semaines où on se réunit et les différents pôles, services partagent leurs informations. Eh bien, Christophe, en tant que lead dev, vous vous rendez compte que la satisfaction du service juridique est en baisse. Ça fait 3 semaines. C'est étrange. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Je vois sur vos regards que vous vous demandez pourquoi. Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Première option, et dans le chat, vous allez pouvoir taper le petit chiffre que vous voyez sur l'écran, 4, 3 ou 5. Première option, allez voir l'équipe juridique. Option numéro 2, allons voir le principal engineer, qui est une sorte d'architecte qui porte la vision tech chez nous, pour voir s'il a eu des expériences ou des choses qui pourraient nous aider. Ou on va aller voir le service client. Dans le public, pareil, je vais vous faire voter à la main, lever. Et puis, côté Antoine, si tu peux me dire. Non, on a des chiffres, ça va être rigolo. 3, 4 ou 5. Bon, non, sinon c'est trop facile. Pour la page 4, qui c'est qui veut aller voir l'équipe juridique? Oh, je sens qu'on a une majorité. Qui veut aller voir le principal engineer? Ouais. Et enfin, le service client. OK. On sent qu'on va aller voir l'équipe juridique sur YouTube, pareil. Plutôt 5. Ah. Il y a des 4 aussi. Allez, eh ben on va aller. Je lui dirai. Alors, hop, pardon, c'est pas la bonne. On a dit qu'on allait voir l'équipe juridique. Eh bien, déjà, vous allez les rencontrer dans leur open space, mais ils ont un jargon, les juristes. Hein. Ça parle SASU, SARL. Est-ce que vous êtes product manager? Eh bien non, pas de chance. Vous essayez quand même de capter quelques mots, mais on va dire que ce n'est pas gagné et malheureusement, on va devoir essayer de se mieux comprendre un peu la conversation parce que là, ça tourne en rond. Et donc, vous vous dites, OK, je vais essayer d'aller naviguer un peu dans l'application pour voir c'est quoi l'onboarding qui se passe aujourd'hui pour que la satisfaction des clients soit en baisse.
Donc, vous creusez, on va aller voir à la page 12 ce qui se passe. Et hop, sans plus attendre, vous vous rendez compte que l'onboarding a certainement un souci. Donc, vous retournez à votre bureau. Vous regardez un peu les feedbacks qu'on peut avoir dans Notion. Notion, c'est un espace documentaire, un peu comme Confluent, je crois que vous avez. Et on essaye un peu de dessiner ce que pourrait être notre shape, donc une amélioration de notre produit, de notre application, pour essayer d'aider justement cette phase d'onboarding qui a l'air de pêcher au niveau de nos clients. On ouvre notre navigateur, un petit Chrome, et on va essayer de remonter à la source du parcours utilisateur pour essayer de reproduire un peu ce qu'il fait et voir qu'est-ce qui pourrait un peu pêcher dans sa compréhension. Première chose, on peut aller travailler sur le site marketing. Deuxième, la page d'inscription, ou en nous connectant directement dans l'application et en tant qu'admin, essayer de voir un peu farfouiller si on a des logs ou des choses qui pourraient nous aider. Nouveau vote. Qui veut aller sur le site marketing, qui est vraiment le canal d'entrée dans notre funnel d'acquisition? Levez les mains. Une personne, deux personnes, trois personnes. OK. Le chat un petit peu. Pas trop. 14. Qui est-ce qui veut aller sur la page d'inscription? Ah, j'en ai un petit peu plus. OK. Qui veut se connecter à l'application Dougs en tant qu'admin? On sent qu'on a un personnage un peu lead dev. Hein. Mais sur le chat, on a un peu une égalité ici entre appliqués. Bedrock Streaming en live. Petit buffer, c'est normal. C'est YouTube en même temps. Majorité de 14. Eh bien, allez, c'est parti. On va à la page 14. Tac. Bienvenue sur la page d'inscription. Et malheureusement, nous ne sommes pas à nouveau product designer. On n'a pas de chance aujourd'hui. On va donc aller à la page 8. Hop. Non, ce n'est pas la page 8. 18. Hop. Le parcours d'inscription, vous vous rendez compte qu'il est très court. Il y a beaucoup d'informations qui sont basiques. Je pourrais vous le remontrer après. Et on demande simplement le mail et le numéro de téléphone. Et quand les clients, ils entrent ça et qu'on récupère, nous, chez Dougs, ces premiers éléments, et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup de répétitions. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de répétitions au téléphone lors de ce premier rendez-vous. Ce qui fait qu'il y a une forme de déception du client qui doit rabâcher des informations, beaucoup expliquer. OK, qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux créer mon entreprise? Quels sont les différents statuts, etc. Ce qui fait que, en termes d'expérience client, ce n'est pas terrible. Bravo à vous. On peut rajouter cette petite carte UX où on se dit il y a quelque chose dans ce funnel, dans cette première approche du client où on pourrait améliorer et gagner du temps sur le rendez-vous client, le premier appel. Bravo, bon choix. On continue. Hop. Bon là, vous avez pu travailler un peu l'UX, avoir quelques idées. Petite pause bien méritée vers la cuisine. Vous passez devant la borne d'arcade et vous êtes en train de vous dire « Ah, mais attends, est-ce que nos clients et nos juristes, ils ont la même stratégie par rapport à nous, ce qu'on veut faire ?» Tu aimerais tenter une première solution et un peu récupérer des feedbacks parce que la shape-up, c'est comme un peu Scrum. L'idée, c'est d'itérer. Ce n'est pas forcément de faire un tunnel de développement. C'est vraiment d'aller chercher des petites choses au fur et à mesure. Et donc, pour aller creuser un peu votre première itération, est-ce que vous voulez échanger avec l'équipe juridique sur cette phase d'onboarding? Déjà, eux aussi, leur ressenti, parce que là, on a vu la partie plus client, l'UX, comment ils entraient. Mais comment ça se passe côté juridique? Ça, c'est l'option numéro 1. La deuxième, c'est aller voir l'équipe marketing. Est-ce qu'il y a de la documentation en ligne sur comment on crée une entreprise? Parce que forcément, on n'a pas toujours des clients qui sont sachants sur les process, sur comment ça marche. Et donc, peut-être qu'il y a un travail là-dessus d'amélioration. Ou
On y va, on fait un nouvel onboarding directement, on se lance dans un gros sujet. Nouveau vote. Qui pour aller voir la partie process de l'équipe juridique? 1, 2, 3. OK. Qui pour aller voir l'équipe marketing sur tout ce qui est documentation, ce qu'on pourrait mettre en ligne pour aider? OK, un peu plus. Et enfin, on crée un nouvel onboarding pour vraiment essayer de changer complètement notre approche. Quelques-uns, ouais. 24, un petit peu dominant. Allez, eh ben, c'est parti pour 24. Hop, on va voir l'équipe marketing et pouf, vous vous retrouvez dans la salle de tournage. Ils sont avec notre cofondateur Patrick Maurice en train de tourner une vidéo YouTube parce que il aime bien, il fait des trucs incroyables sur YouTube et elles sont en train de terminer sa prise de notes et tu attends qu'elle ait fini pour la solliciter. Ou tu fais non, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux, as un instant, qu'est-ce que vous faites? On va tout de suite la solliciter ou on attend un peu, là elle est en train de finir sa prise de notes? Pushy ou en tant que Christophe Bogos Salsa? Est-ce que vous lui lancez des incroyables? Est-ce que on tente la carte spéciale Salsa pour essayer d'attirer son regard? Ouais? Christophe, est-ce que tu peux venir avec moi pour voir si ce petit pas de Salsa va réussir à attirer son regard? Ah, mais on danse? Non, je déconne, je ne sais pas du tout. Merci. Mais effectivement, incroyable. Je ne pensais pas que j'allais faire ça. OK. Eh bien, allez, on a réussi à capter son regard. Hop, on va directement aller à la page 28, voir ce qui s'y cache. Hop, notre directrice marketing qui s'appelle Tess, pardon. Hop, c'était celui-là, je me suis trompé. Non, il est là. Hop, j'avais le bon. Et effectivement, grâce à votre regard flamboyant, la beau gosse attitude de Christophe, elle est illuminée par votre présence et votre savoir. Et vous vous dites, mais oui, c'est évident, nos clients, ils n'ont pas assez d'indices, de compréhension sur le site marketing pour tout de suite être pertinents sur le rendez-vous client juste après pour leur création. Et donc, vous vous dites, OK, en plus, Patrick, il fait des vidéos, on pourrait peut-être en faire pour créer quelque chose de plus dynamique, plus qu'un texte à l'écrit. En général, on scrolle, on ne regarde pas forcément. Et donc, bam, vous vous lancez dans une idée, OK, on va ajouter dans notre stratégie de conseil et formation ce côté comment on crée une entreprise pour que ça soit beaucoup plus fluide dans cette partie création d'entreprise. Bravo, nous allons pouvoir la rajouter à notre shape. Page 32, on arrive vers la fin de notre parcours. Tu as réuni tous tes éléments qu'on a pu voir précédemment, que tu as recherchés, et tu vas partager avec ton équipe le fruit de tes investigations. Je crois qu'on a réussi à en trouver 2, notamment la partie stratégie marketing et la partie UX sur la première partie. Donc bravo, je pense qu'on peut s'applaudir, se féliciter. On a réussi quand même à bien travailler notre problématique et donc l'équipe est plutôt confiante. On va pouvoir entrer dans notre phase de co-shaping qu'on va voir juste après, avant de passer dans cette phase de build. Alors c'est sûr, avec 3 éléments, ça aurait été encore plus incroyable, mais 2, je tiens à vous féliciter. Voilà pour cette première partie, un peu jeu de rôle. Et je vais prendre quelques minutes pour déjà du feedback, parce que c'est la 2e fois que je le fais, un peu ce petit jeu, et ça m'intéresse aussi d'avoir vos feedbacks sur, OK, qu'est-ce que vous avez bien aimé, qu'est-ce que je pourrais améliorer là-dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole sur le chat ou ailleurs? Ouais? T'étais pas trop dedans? Cool. Ouais, le feedback, c'est qu'on n'avait pas, au début du livre dont vous êtes le héros, le contexte un peu de la société, donc difficile de se projeter dedans. Cool, merci. D'autres feedbacks? Non? Allez, eh ben on enchaîne. Merci en tout cas de votre participation pour ce jeu. On va passer dans une phase un peu plus Rex sur du concret. C'est bon, j'affiche. Antoine, on est toujours bon. Trop bien.
On va faire des cas pratiques. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais moi, c'est participatif. Et donc, on va regarder déjà ShapeUp par rapport à Scrum. Si je ne dis pas de bêtises, vous êtes plus ou moins tous en Scrum. La première chose, c'est qu'il y a un système de cycle qui implique un rythme trimestriel. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, dans la théorie, il y a deux grandes phases parallèles chez ShapeUp. Il y a la phase de shaping, donc on va préparer les problématiques, les besoins qu'on identifie, et la phase de build qui, elle, va consister tout simplement à l'équipe de développement vraiment développer les fonctionnalités. Et donc, vous voyez, elle se fait en parallèle, c'est-à-dire que là, on va shaper, on fait le système de bêtes, ça je vous en parle après, et on build. Et donc, comme ça, ainsi de suite. La première chose en Rex là-dessus que je peux vous partager, c'est que ShapeUp, ils sont basés sur 14 semaines. Alors, 14 semaines, pourquoi vous êtes sur 14 semaines? Je ne sais pas. Je n'aurais pas demandé. Mais en tout cas, nous, on est passé directement sur 12 semaines. Pourquoi? Tout simplement pour être plus simple, pour être vraiment sur un rythme trimestriel, pour essayer aussi de se faciliter la vie sur, au trimestre, quels sont les enjeux, les objectifs qu'on veut se donner. Donc ça, première chose, ce qui fait qu'on a adapté ce côté 6 semaines, 2 semaines, 6 semaines. Nous, aujourd'hui, on est sur un rythme à 5 semaines, 1 semaine de cooldown, 5 semaines et 2 semaines de cooldown qui débordent un petit peu. Clairement, ça nous permet quoi? Dans cette phase de build, on est vraiment concentré sur le développement. On évite d'être perturbé par, on va dire que des petits bugs ou des petites choses qui sont peu importantes. Ça, on va le faire beaucoup plus en cooldown. Nous, on est vraiment focus, on focus l'équipe sur vraiment le build, l'apport de valeur, de nouvelles fonctionnalités. Alors, vous allez me dire, s'il y a des incidents, comment on fait? Oui, il faut quand même les traiter. Donc, certes, la méthodologie, comme pas mal, ne sont pas hyper précises sur ça. Et donc, on s'adapte en fonction de chacun notre contexte. Nous, la manière qu'on a, c'est qu'on a mis en place ce qu'on a appelé des techs de garde, où 2 à 3 demi-journées par semaine en fonction de la saisonnalité. On a des gens qui sont de garde et qui vérifient s'il y a besoin de traiter des bugs urgents ou pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, en cooldown, le but, c'est que les équipes, elles respirent un peu. On leur demande de focus vraiment pendant 5 semaines. Et donc là, on crée un temps de respiration, donc 1 semaine au milieu du trimestre et de 2 semaines après. Pendant ce temps de respiration, on va pouvoir faire un peu de R&D, on va pouvoir faire un peu de bugs, de fixes, de petites évolutions qu'on n'aurait pas eu le temps de faire pendant le build. C'est vraiment à ça que sert ce temps-là. Pour le deuxième Rex sur cette partie cooldown, pour vous demain, si vous l'utilisez, que ce soit les managers ou les facilitateurs, nous aujourd'hui, c'est un moment qui est intéressant, mais qu'il faut vraiment animer. On se rend compte que on a une sorte de backlog de tous les tickets. On essaye de se prendre du temps à l'avance, nous, managers ou facilitateurs, ici, pour vraiment se dire, OK, on prépare le cooldown, qu'est-ce qu'on veut faire pour qu'il y ait une forme de fluidité. Ça, c'est intéressant aussi à ancrer. On a commencé à le faire. Surtout que ça peut arriver que certains développements débordent sur le cooldown. Comme j'imagine parfois en sprint, qu'on a connu, ton sprint, il finit, tu n'as pas fini de mettre en prod ou il te reste quelque chose à ajuster. Bon, tu dis, OK, je finirai au prochain sprint. Là, la méthode, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à déborder de cette phase de build sur le cooldown, ce qui à la fin est dommage, surtout si ça devient une habitude. Donc nous, un des Rex aussi là-dessus, c'est attention à bien maîtriser votre fin de build pour que les équipes, elles aient ce temps de respiration et pour faire aussi d'autres choses. Des questions là-dessus? Des remarques? Ouais. Attends, peut-être le micro parce que... Ou sinon, je répète, c'est pas grave. Alors, on a le cooldown pour ça. Et ça va m'amener à la slide d'après.
Ah, pardon. Qu'est-ce qui se passe si, la question de Christophe, beau gosse qui fait de la salsa de manière incroyable, qu'est-ce qui se passe si un développement déborde donc de ce build-là sur l'autre? C'est une excellente question. Ça ne peut pas arriver. En tout cas, nous, on ne veut pas que ça arrive. Comment on fait? On reviendra là-dessus, mais pour vous expliquer, dans ShapeUp, il y a un système de hill chart, de scoping, un peu comme en Scrum, ce que vous pourriez avoir comme un MVP. C'est-à-dire que dès le départ, quand on crée un shape, on identifie, on découpe le besoin et la problématique. Et l'objectif, ce n'est pas de tout mettre. Dans ShapeUp, on n'a pas envie de tout mettre. Par contre, on veut mettre petit à petit, et donc c'est pour ça que chaque scope va faire son petit chemin, sa petite colline, et au bout de la colline, entre guillemets, on met en prod. Et nous, en tout cas, une des puissances qu'on aime chez ShapeUp, c'est que c'est très orienté utilisateur. Ce qui fait que le scope, tu vas le livrer, tu n'as pas fini ta phase de build, mais ce n'est pas grave, tu vas en livrer 1, 2, tu en avais peut-être prévu 4, mais tu en as livré 2. Et donc, tu es content, tu les présentes à ton utilisateur et tu récupères du feedback. Et tu lui fais, OK, est-ce que ça te suffit? Déjà, ce qu'on t'a livré. Est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que ça t'aide par rapport à ce qu'on avait vu? Ou est-ce que tu veux qu'on mette un peu plus d'appétit? On verra la notion d'appétit après. Et donc, concrètement, grâce à ça, on peut très bien, on accepte en tout cas, de se dire, ce scope bleu-là, on ne le fait pas. Et dans la méthode, c'est ce qu'on va appeler le scope hammering. Vous prenez un marteau et vous le tirez. C'est un peu le MVP que must have, average et nice to have. En gros, là, si vous n'avez pas fini les must have ou des average, vous dites, c'est pas grave, je m'en fiche. Si c'est important, on redonnera de l'effort plus tard. Ça répond à ta question? Trop bien. Antoine, je crois que tu avais une question aussi. Bonsoir. Tu disais en Rex, notre Rex, c'est de ne pas déborder sur le cooldown. Du coup, c'était la question, comment on fait pour ne pas déborder sur le cooldown? Mais tu viens de répondre à la question. C'est ça. On utilise le scope hammering pour vraiment se dire, c'est pas grave. Donc, en général, une semaine avant la fin du build, on se dit, OK, c'est pas grave. On va devoir faire des choix. Quels sont les choix les plus importants? En général, nous, on essaie de vraiment se dire, on finit ce qu'on a commencé. Et donc, on va vraiment regarder et utiliser cette petite colline visuelle pour se dire, OK, tout ce qui n'est pas là, on n'y va pas. On se dit, c'est pas grave, on le fera peut-être plus tard, on verra. Et par rapport aux mises en production, ça, malheureusement, c'est vraiment comme vous, si ça continue, on ne met pas le vendredi. Des fois, ça déborde le lundi. Mardi, exceptionnellement, on essaye en tout cas. On a deux questions. Deux questions. On a quels sont les différents rôles qui existent dans votre orga ShapeUp au niveau lead, PM, dev? Ouais. Peut-être que tu y reviens plus tard, je ne sais pas. On pourra y revenir après, ouais. OK. Et sinon, il y a comment vous intégrez la phase de test en ShapeUp? Allez, je vais vous répondre sur la partie organisation. Hop. Ça, c'est notre structure d'équipe. C'est où pour le truc? OK. Hop, ça, c'est notre structure d'équipe. Alors, pour vous donner un peu de contexte, c'est vrai que je n'ai pas commencé avec ça, mais nous, on est une soixantaine au pôle tech. Le pôle tech englobe à la fois des gens produits et des gens ingénieurs. On ne réinvente pas la poudre, hein, on s'inspire. Nous, la structure d'une équipe, c'est vraiment au cœur les ingénieurs. Et dans un premier cercle, vous allez avoir le product manager qui, lui, va vraiment aller chercher la problématique, il va être en contact avec l'utilisateur, il va travailler sa vision produit. Le lead, là-dessus, comme vous, on n'a rien inventé, il est vraiment expert technique, il aide les ingénieurs sur la partie qualité, sur la partie développement, montée en compétences, product designer, engineering manager. Et en périphérie, on peut avoir des profils, data, pro des systèmes, c'est tout ce qui est infra. Est-ce que ça répondait à la question sur le chat? Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons particulières sur le fait qu'un shape déborde? Moi, je suis hyper pénible avec ce genre de truc parce que ça me tient à cœur aussi que les équipes aient cet espace
cooldown. Et donc, en fait, on coupe au maximum 1 ou 2 jours après. Donc, après, c'est des choix, en fait. On demande à l'équipe de se dire, OK, c'est important le cooldown. Et donc, choisissez vraiment Scope Ameray. C'est un outil de la méthodo qui est vraiment puissant. Et donc, allez chercher votre utilisateur. Ça crée aussi du lien avec nous, on a des équipes métiers, donc des juristes, des comptables chez Dougs. Et donc, ça crée aussi du lien. Ça permet aussi à nos équipes de leur expliquer, bon, oui, on n'a pas réussi à tout faire. On est humain. Des fois, la technique, vous êtes très bien placé pour le savoir, ça ne marche pas aussi bien qu'on aurait aimé. Et donc, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment avec de la communication qu'on va essayer d'expliquer et de trouver la meilleure façon de ne pas déborder à fond sur le reste. Top. Autre cas pratique, les tres amigos. Ça vous parle, les tres amigos? Ah, c'est quoi? Je ne sais pas si je demande la référence. Vas-y, Antoine, c'est quoi la référence des tres amigos? Ah oui, j'ai la question des QA. OK. Eh ben, je vais répondre à la question tout à l'heure, c'est comment on fait sur la partie qualité. Je crois que c'est ça à peu près la question. Alors aujourd'hui, nous, on est 60. On va faire un mouvement QA dans les 6 prochains mois, 12 prochains mois. Pour l'instant, on n'en a pas. Et donc, la partie qualité, elle est prise par l'équipe qui est responsable de la qualité qu'ils mettent en prod. Et c'est vraiment le lead aujourd'hui qui est garant de ça. Et donc, les tres amigos chez nous, c'est le schéma que je vous montrais, c'était le cercle, c'est le lead développeur, le product manager et le product designer. C'est vraiment eux qui, dans cette phase de shaping qu'on appelle, vont travailler la problématique, interviewer des utilisateurs, regarder des indicateurs des KPI. Ce qu'on se rend compte, c'est que parfois, ils vont un peu trop loin. À vouloir trop bien faire, trop détailler, on va trop loin, et ce qui fait qu'on se retrouve, si je caricature, avec un document de spec, une sorte d'énorme user story avec tous les détails, et à la fin, vous savez, les ingénieurs, ils prennent le truc, ils font « Ok, bon, je vais coder ». Et puis, c'est pas très rigolo. Ils vont dérouler. Parce que le lead dev, il s'est dit « Oh, ça va être génial, je vais tout concevoir ». Ah, attention, dans ShapeUp, il y a un truc qui est puissant, c'est ce côté hill chart. Ce hill chart, il dit quoi? Il dit qu'on veut responsabiliser les ingénieurs sur vraiment la conception de la solution. Et donc, le lead dev, toi, tu es là pour débroussailler. Lui, il est devant une forêt, là, il a la problématique, il est devant une forêt. Ok, tu tapes un peu avec ta machette, tu vas par là, tu vas par là, tu vas par là. Et puis, tu dis, ok, quel serait le meilleur chemin? Je pense que là-bas, notre trésor, il est plus dans cette coin de la forêt. Mais il n'y va pas. Et c'est pour ça que c'est important de bien structurer cette phase d'inconnu dans ShapeUp qui dit on va découper en scope, et c'est surtout qu'on ne sait pas comment on va concevoir la fonctionnalité finale. Ça va être le rôle des ingénieurs de se dire j'ai une phase, clairement, dans le build, je prends du temps pour rentrer dans des murs, de prendre des portes, de me poser des questions, et entre guillemets, vraiment de concevoir comment je vais développer. Et ça, ce comment je vais développer, il le sait en haut de la colline. Ok, ça peut prendre une demi-journée, ça peut prendre une journée, 2 journées. Et après, il descend, et là, il est dans la phase de développement. Et ça, c'est pas évident à mettre en place parce que c'est pas une mécanique qu'on avait l'habitude de faire avant, mais qui, sur certaines équipes qui l'ont bien mise en place, est assez puissante parce que le lead dev, en fait, il peut vachement déléguer tout ce travail de research sur ses ingénieurs. Et donc, il gagne du temps aussi sur toute cette partie, on va dire, un peu plus anticipation, travail avec les architectes sur la vision ou sur des bonnes pratiques. Donc, ça lui donne du temps et ça fait aussi monter en puissance ces ingénieurs. Question, je crois. Et donc ça, tu disais, c'est dans la phase de build. Tout à fait. Hop. Là, vous voyez ce que je vous évoquais sur le hill chart avec, je te vois plus, il y a un poteau, avec les ingénieurs qui montent la colline, on est vraiment dans la phase de build. Là où on fait attention de ne pas aller trop loin, c'est dans la phase de shaping, de ne pas trop concevoir la solution, de ne pas
entre guillemets, gaspiller du temps sur cette partie-là, parce que derrière, vous avez des équipes qui sont aussi compétentes pour aller plus loin. Voilà là-dessus. Il y a d'autres questions, mais on te laisse avancer parce qu'après. Oh non, c'est pour savoir combien de temps il me. Normalement, le dernier créneau, c'est une demi-heure. Il est 11h18. Tu as un peu de temps encore. Combien? Là, je dirais un petit. Allez. Théoriquement, 12 minutes, mais on Ça peut déborder un non, petit mais 12 minutes, c'est bien. À la limite, je prends une question. Et puis on regardera le hit chart. Là, j'ai commencé à vous en parler. Ok, il y a une question. Le shape-up te semble-t-il adapté à toutes les situations? Est-ce qu'il te semble à tout sauf adapté pour des releases continues avec des maps fréquentes? Je pense des questions de delivery. N'est-ce pas un souci pour certains projets ou est-ce que vous avez eu des choses à livrer à date qui ne rentraient pas dans votre calendrier shape-up? Alors, sur la première question, oui, on délivre en continu, d'où les scopes que vous voyez qui passent, qui avancent sur ce hill chart. Et donc, il y a le système de map, déploiement, etc. Donc ça, c'est faisable en shape-up. Sur la question des dates, elle est très bonne. Tout simplement, là-dedans, vous devez l'anticiper. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas là volontairement, je ne suis pas allé le creuser, mais allez, je vais vous le montrer sur Miro. On floutera à l'image. Bon, ça c'est typiquement, ça c'était comment ça scale, ça c'était la prochaine question. Mais sur la question des timings, je vais essayer de vous y répondre. Ah, il y a des collègues. Coucou les collègues. Là typiquement, je peux pas trop zoomer, pardon. Typiquement, on a envie de sortir un nouveau produit. Bon, si on le travaille bien dans notre préparation, on a peut-être un trimestre d'avance pour se dire, OK, prochain trimestre, on a cet enjeu de sortir un nouveau produit, time to market, etc. Ça nous est arrivé. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un MVP. C'est-à-dire qu'on va découper, on va faire plusieurs shapes, on va se mettre d'accord avec nos utilisateurs ou les gens de la direction qui ont envie de sortir cette nouvelle application ou ce nouveau produit. Et on va leur dire, la première problématique, c'est, si je vous donne un exemple de l'année dernière, c'est sur nos e-commerçants. Donc, on a des gens, on fait de la comptabilité. Et donc, on fait de la comptabilité pour des gens qui vendent des objets sur Amazon ou sur Shopify. Et la problématique, c'était, OK, on veut lancer ça rapidement. Donc, on avait un time to market à quelques mois. Et bien, typiquement, on s'est dit, OK, c'est quoi le plus important pour nos e-commerçants? Première chose, de leur faciliter la vie. Parce qu'eux, ils ont plein d'opérations, plein de ventes, ils vendent plein d'objets. Et donc, la difficulté sur la comptabilité, c'est énormément de données, il faut que je catégorise, la compta, je vous passe les détails. La première chose qu'on a fait, c'est, OK, l'offre, l'application, elle va permettre de siphonner Amazon avec leur API, et boum, toutes ces données, il n'aura plus à les rentrer à la main. Et donc ça, on a fait un shape, tout simplement. Et dans les shapes, ce que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut se donner ce qu'on appelle de l'appétit. C'est-à-dire que là, vous voyez 5 semaines de build, mais dans les 5 semaines, l'équipe, et je dis bien l'équipe, chez nous en tout cas, c'est ça qui est puissant, c'est que c'est les ingénieurs qui récupèrent la problématique. OK, on veut récupérer l'API de Amazon et siphonner un peu toutes les allers-retours de notre client. L'équipe, elle va réfléchir et dire, OK, moi je pense qu'en 3 semaines, on peut y arriver. Et donc, il y a une forme d'engagement qui se crée. Si on y arrive en 3 semaines, super. De toute façon, on peut scope ameurer, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de se dire, on se donne du temps. On n'est pas en mode charge aussi. Combien de jours hommes je vais passer? Ça, attention, on est en mode appétit. Donc, on veut se donner du temps. C'est les ingénieurs qui se disent, OK, combien de temps on veut passer? Et donc, comme ça, on va pouvoir construire un peu notre produit pour arriver à cette time to market. Et donc, au bout des 3 semaines, typiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait réussi à se connecter aux API e-commerce de Amazon. Le problème, c'est que la synchronisation, elle n'était pas fiable. Plan B, on a extrait un fichier CSV qu'on a inclus dans notre logiciel. Donc, on n'est pas en synchro, on va dire live, streaming, mais par contre, on a un fichier CSV au début qui a permis de faire vraiment l'essence mail qui est je récupère toutes les transactions et je facilite la vie de mon utilisateur. Il n'a plus à écrire à la main. Il upload son CSV et c'est gagné. Donc, c'est vraiment comme ça que sur certains projets, on va dire, fort marketing, time to market, on essaye de travailler
avec ce côté système shaping et indicateur. Il y a des KPI. Good. Est-ce que ça répondait à la question? Alors, c'est pas magique. Hein. Je ne veux pas non plus vous vendre du rêve, c'est pas évident. Si vous voulez faire du time to market, moi je suis un ancien, vous faites de la gestion de projet à l'ancienne, ça peut marcher, ça a d'autres valeurs, ça a d'autres avantages et inconvénients. Nous, ça nous arrive de passer plus en mode pur projet et de se dire, OK, on va utiliser ShapeUp comme une couche supplémentaire. Parce que c'est important pour la direction d'avoir toujours ce time to market. Et donc, on rajoute la couche ShapeUp par-dessus, mais on pilote avec des dates. Good. Allez. La dernière, le dernier cas pratique. Est-ce que ShapeUp, ça scale? Si vous avez la réponse, donnez-moi. Je prends. Surtout que vous êtes beaucoup plus nombreux. Nous, on est un peu plus de 10 équipes aujourd'hui. ShapeUp, est-ce que ça scale? Nous, on crée des domaines, un peu comme les product lines, comme vous, j'imagine. On a ce côté un peu domaine produit. Donc, on a plusieurs applications qui sont vraiment sur la partie acquisition de nouveaux clients, sur la partie comptabilité, sur la partie juridique. Et chaque domaine va avoir pour rôle vraiment d'aider ses utilisateurs, de lui faciliter la vie. Et donc, c'est ces domaines, en fait, on crée de manière plus atomique le ShapeUp. Vous avez pu voir dans 1, 2, 3 de Safe qui permet de faire du scale aussi d'organisation agile. Nous, pour l'instant, la grosse problématique qu'on a dans ce côté scaling de notre organisation avec ShapeUp, c'est la synchro entre des équipes. C'est vraiment ça, c'est comment on communique entre nous quand il y a des sujets communs pour que ça soit fluide. Et là, on en a fait un depuis début janvier où en fait, on a fait un cross-team. C'est-à-dire que les équipes, on leur a dit, pendant un cycle ShapeUp, donc hop, pendant le cycle de Q1, vous allez travailler ensemble. Mais je ne les connais pas. Mais si, tu les connais, c'est tes collègues. Bref, c'est aussi le rôle chez nous des managers qui sont ici. C'est vraiment de faciliter les équipes, la communication pour être vraiment efficace. Tout en étant simple. Ça, c'est vraiment important dans les valeurs de Doug, c'est de faire simple. Et donc, là, on va vraiment utiliser des dispositifs qu'on teste, qu'on met en place. Et là, pour le coup, en fait, on réunit les équipes. On n'a pas trop de rituels, nous. Et donc, sur quelques rituels dans la semaine, ils vont se retrouver. Ils vont cocher IP ensemble. Ils vont vraiment travailler main dans la main pendant ce cycle-là où on a déterminé que c'était important qu'ils soient ensemble. Et donc, on les réunit. C'est comme si, pour ceux qui ont connu Dragon Ball Z, vous faisiez fusion, comme ça. Et après, quand ils ont fini, on les défusionne. Est-ce que donc, ça, c'est le premier point sur la partie scale, mais est-ce qu'il y a des questions peut-être là-dessus? Oui. On en a une sur Internet. Comment est-ce que vous gérez le staffing des équipes en build? Est-ce que tu peux préciser la question, c'est-à-dire gérer le staffing? Tu veux dire quoi par gérer? Je te laisse sortir texto. Ouais, mais est-ce qu'il peut peut-être préciser? Est-ce que toi, là-bas, que tu peux préciser ce que tu veux dire par gérer? Alors, on va attendre d'avoir plus de précision. Est-ce qu'on peut prendre une autre question s'il y en a une en attendant? Oui. Finalement, quand tu racontes, j'ai l'impression que la phase de build correspond pas mal à ce qu'on fait déjà ici. Donc, en plus, toi, tu peux comparer. Est-ce qu'il y a des différences que j'ai pas captées ou... En fait, j'ai l'impression que surtout dans ShapeUp, ce que tu vas avoir en plus, c'est le cooldown et la phase de shape. Ouais. Mais j'ai l'impression que la phase de build, on y est déjà en fait. Ou... Est-ce qu'il y a un truc que je vois pas? La grosse différence... tiens, dans ton équipe, c'est-à-dire, tu es sur des rythmes de combien? 2 semaines. Ok. Il n'y a pas de rythme en fait en ShapeUp. Parce que tu vas te poser la question, combien de temps je veux passer sur ma problématique? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 5 semaines. On parle vraiment en termes de cycle. Et donc, dans le cycle, l'équipe, elle va travailler ensemble pour définir le temps qu'elle veut y mettre. Et la deuxième chose qui est différente, c'est vraiment ce côté outil scope hammering où tu vas arriver à la fin de tes 3 semaines de build
Et là, tu vas te dire, OK, comment je fais pour donner le MVP, quoi. Je pense que c'est vraiment ça la différence avec le rythme Scrum, qui est très... Mais finalement, tu pourrais faire des itérations de 6 semaines. Pardon? J'en ai jamais vu, mais tu pourrais faire des itérations de 6 semaines. Là, en Shape Up? Non, en Scrum. En Scrum? Ah bah oui, il y a des boîtes qui font ça en 3 semaines, 4 semaines. La différence, c'est qu'en fait, c'est pas la méthodo qui te donne le rythme. C'est pas la méthodo qui te donne, qui te dit tu dois avoir des user stories sur les 2 prochaines semaines. C'est l'équipe qui se dit, par rapport à la problématique de mon utilisateur, combien de temps je veux y passer. C'est vraiment ça. C'est peut-être pas très clair quand j'explique et je m'en excuse, mais il y a un côté, je ne suis pas restreint par la méthodologie. J'ai de la latitude pour délivrer de la valeur à mon utilisateur. Ça répond à peu près? Ou pas? Ça marche. Guillaume, et puis après on voit si sur le chat ça a précisé le côté comment on gère le staffing. Désolé, je prends la priorité sur le chat. Du coup, là, ce que tu expliques, c'est qu'il y a beaucoup de pouvoir globalement au build, quoi. C'est le build qui va décider sur quoi il s'engage. Comment, du coup, face au shape, on shape pas trop, tu vois? Parce qu'après, vu qu'on sait pas trop ce qu'on va pouvoir build derrière, comment tu shapes pas dans le vent, en fait? Très très bonne question. C'est la problématique que je vous évoquais, c'est que les Tres Amigos n'aillent pas trop loin. Pour ça, dans la méthodo, il y a ce qu'ils appellent le pré-bet. Le pré-bet, c'est avant de commencer à shaper, on va s'accorder à OK, pourquoi on veut faire, quelle est la problématique qu'on a identifiée, pourquoi on veut la faire, pardon, et c'est quoi nos indicateurs de succès. On a 3 choses. Et ça nous permet, entre guillemets, de ne pas partir dans tous les sens dans cette phase de shaping qui, après, peut te exploser ton build, effectivement, si tu veux aller trop loin. Donc, il y a vraiment, j'en parle, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il y a vraiment ce côté pré-bet qui aide à la fois à cadrer un petit peu ce côté shaping, conception. Et également de s'aligner avec la direction. Le pré-bet, c'est aussi de se dire, coucou, je suis les Tres Amigos, coucou direction, est-ce que par rapport à votre stratégie, je suis bien ou je suis en train de partir sur une autre direction? Peut-être intéressante, mais vous me voyez partir là? Vous ne me voyez plus à l'écran, hein. Bah ouais, je suis parti en fait. Oh, les pré-bets sont là pour ça. La question sur le chat, est-ce que j'ai une précision? Pas de précision. Comment on gère le staffing? Les congés, on les prend en compte. Ok. Moi, Antoine, je parle, on me pose des questions, tu m'arrêtes. On va dire que c'est la dernière question pour laisser le temps au dernier talk. Yes, pour préciser la question. La structure de l'équipe aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a essayé des équipes à un lead dev, 4 ingénieurs. L'expérience montre que notre lead dev passe plus de temps en coordination et en réunion qu'autre chose. Or, le feedback en interne, c'est « Ah non, mais moi, je suis passé de dev à lead dev, c'est parce que j'aime coder et je veux être dans ce côté expertise. » OK. Bon, là, j'ai plus de temps pour coder. Dans mon pourcentage de temps, je fais 5-10%, et puis c'est pas très des trucs rigolos. Je fais des bugs parce que j'ai la connaissance, je suis expert technique. Et donc, c'est moi qui me tape les gardes. Et là, on est en train de revenir sur ce côté 4 ingénieurs pour un lead. On est en train de passer à 2 à 3. Donc, on fait des plus petits squads, mais aussi parce que le lead, il a envie de coder encore, il a encore envie de coder. Et puis, c'est intéressant aussi pour nous parce que il est fort. C'est notre expert de l'équipe. Donc, il y a vraiment ce côté adaptation de la structure où aujourd'hui, nous, on a un lead, 3 softwares, 2 à 3. Et après, vous avez vraiment dans l'équipe les Tres Amigos et l'engineering manager, lui, qui est dans le premier cercle parce que c'est important qu'il soit dans l'équipe, mais lui, il va être plus à 2 ou 3 équipes en management. Voilà. Ça marche. Tu as encore plein de questions en vrai. Il y a sûrement plein de questions qui se posent. Tu restes avec nous de toute façon à midi. Oui, avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à venir solliciter Pity pour lui demander du feedback. Et puis, pour ceux qui sont à distance, peut-être qu'on pourra envoyer les questions à Pity par la suite, parce qu'il y a plein de questions qui se sont écrites. Continuez de les écrire et on les enverra à Pity s'il pourra nous donner du feedback là-dessus. Ce sera très intéressant. Carrément.
On va essayer de basculer tout de suite sur le dernier talk de la matinée pour finir à l'heure et pour qu'on ait tous à manger et tout, parce que je sais que manger, c'est un truc important pour tout le monde. Donc, on va basculer tout de suite. Merci.